Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit update lecture, vraiment petit, parce qu'en ce début du mois de février, j'ai très peu de temps pour lire. J'ai eu beaucoup de choses à faire, surtout le soir, et du coup ça empiétait sur mon moment de lecture. Et j'ai l'impression que même en lisant, je suis tellement fatiguée que je relis les mêmes pages, tout ça, donc ça avance pas. On arrivait au 9 février, j'avais terminé que mon deuxième livre, et en plus c'était des livres courts, pour vous dire à quel point c'est la catastrophe. Mais c'est pas grave, du moment que j'aime mes lectures, c'est le principal. Alors, j'ai commencé le mois de février avec, je crois que c'est avec celui-ci, je pense. Donc j'ai lu Arnaque à Hollywood de Carol Higgins Clark. Alors, je l'avais acheté récemment, je crois que c'est en mois de janvier. En fait, j'avais pas vu que c'était cette autrice-là, Higgins Clark. Pour moi, c'était Marie Higgins Clark. Donc, j'avais pas remarqué que c'était pas le même prénom. C'est sa fille qui a écrit celui-ci. Mais bon, ça change pas grand-chose. Et en plus, une fois n'est pas coutume, c'est un tome 15 sur 15. Mais je vous rassure, c'est pas du tout grave. On a des petites choses qui sont dites pour nous rappeler en fait ce qui s'est passé auparavant. Donc franchement, on ne loupe rien. C'était très sympa. Je lirai peut-être même les autres tomes si je tombe dessus parce que franchement, j'ai trouvé ça... si tous les autres tomes sont aussi courts, il fait quoi, 150 pages je crois? Bon, 230 pages. Même moins. 200... Ouais, il fait 228 pages. Donc s'ils font tous ces tailles-là, franchement, je lirai bien parce que c'est très sympa. Je vous lis la quatrième de couverture. En pleine virée shopping, à West Hollywood, la détective Regan Riley rencontre Zelda, une jeune femme qu'elle a connue 7 ans plus tôt, lors d'un jeu télévisé. Depuis, Zelda a décroché le gros lot, 8 millions de dollars hérités d'une vieille voisine qu'elle connaissait à peine. De quoi mener la belle vie et organiser les soirées fréquentées par la jet set. Mais Zelda tombe étrangement malade, et au vu du petit monde qui gravite autour d'elle, Regan la soupçonne d'être en danger. Escroquerie, faux amis, menaces, la détective mène l'enquête sans savoir que sa curiosité fait d'elle une cible pour l'entourage peu charitable de Zelda. Un suspense savoureux et plein d'humour, et une Regan Riley au top de sa forme. Donc comme je dis, c'est très court, c'est censé être un thriller. Alors c'est un thriller, mais je trouve qu'il y a peu de suspense, forcément l'autrice n'a pas le temps de développer une super intrigue. L'intrigue est sympa franchement. Il y a énormément d'humour, ça j'ai trouvé ça vraiment top. Je me suis beaucoup amusée parce que les personnages sont tellement caricaturaux. Et puis ils ont de la répartie, c'est sympa, franchement c'est très 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 chouette. On a le temps quand même, au début on a beaucoup de personnages, on se dit que ça peut être tout le monde et n'importe qui, la personne qui veut du mal à Zelda. Au début, j'ai l'impression que c'est vraiment tous, que c'est vraiment tout l'entourage. Et puis finalement, on apprend à décortiquer les choses parce que finalement... Les voisins qui font du bruit. Parce que Megan finalement va parler avec les uns, avec les autres, sans spécialement les soupçonner parce qu'au début, il n'y a même pas de soupçon. C'est juste qu'elle fait connaissance parce qu'elle ne les connaît pas. Elles se sont revues après 8 ans... ou 7 ans après leur première rencontre. Donc voilà, elles se redécouvrent, elles se racontent leur vie. Et donc, avec Megan, finalement, on découvre les autres personnages. Et c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé. C'était très court, bon, j'ai mis du temps à lire, parce que, voilà, plein de choses se sont passées. Mais c'était très chouette. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, un thriller surprenant, très drôle. Et le fait que ce soit court, et finalement... on s'embête pas avec des détails, c'est des fois un petit peu des raccourcis, mais il y a des escrocs, mais des escrocs de bas étage, c'est vraiment... Moi j'ai beaucoup aimé. Donc à l'occasion, je relirai d'autres romans de Carol Higgins Clark, notamment cette saga avec la détective Megan Riley. Voilà, franchement c'était très chouette. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le Figaro littéraire. Une mélodie qui offre un indéniable plaisir de lecture. Ouais. Donc voilà pour Arnaque à Hollywood. Avec une petite piscine sur la couverture. Même si honnêtement ça n'a rien à voir avec
avec l'histoire, ils auraient pu mettre autre chose de bien plus représentatif. Mais c'est pas grave. Et j'en profite, je m'excuse pour ma voix parce que je me suis encore chopé un virus qui fait que j'ai le nez bouché et c'est horrible. Donc, tant que j'étais dans la Californie avec les piscines et Hollywood, du coup je me suis dit bah, pourquoi pas lire juste après celui-ci, Les Sirènes de Malibu, qui était dans les nouveautés de ma médiathèque. J'en ai profité de le prendre avant que quelqu'un d'autre le prenne. Donc de Taylor Jenkins Reid. J'en ai beaucoup entendu parler l'année dernière, soit quand il est sorti en format poche, moi je crois que c'est quand il est sorti en format poche, chez 10-18. D'ailleurs pareil, là on a une photo de piscine mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Dans la version grand format, je crois que c'est un océan avec des surfeurs et ça aurait été vachement plus adéquat pour représenter le livre. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient mis ça parce que du coup je ne savais pas à quoi m'attendre et ça n'avait rien à voir avec l'histoire. Je vous lis la quatrième de couverture, après je vous dis ce que j'en ai pensé. Malibu, samedi 27 août 1983. Nina Riva prépare sa fête annuelle, l'événement le plus attendu de l'année. Star du showbiz ou serveuse au drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Hugh, Jay et Kit, non contents d'être les enfants d'un chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva. Alors, je ne savais pas vers quoi j'allais, parce que voilà, c'est pas marqué thriller, donc on se dit bah, c'est pas un thriller, mais en même temps, on nous montre une photo comme ça à Malibu, on se dit la jet set et tout ça, mais franchement, je m'attendais pas. En plus, je n'avais pas le souvenir d'un résumé en tête. Voilà, je sais que j'avais beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, parce que j'étais pas encore sur Instagram, mais j'avais aucun souvenir d'un résumé. Je sais que les gens l'avaient lu, mais à part ça, voilà. Mais même en lisant le résumé, je m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Ça n'a rien, enfin, il ne dévoile rien de l'histoire. Donc en fait, pour moi, ce livre, c'est une saga familiale, c'est une histoire d'une famille en fait, les Riva. Ça se passe à deux époques différentes, enfin même plusieurs. On a le présent qui est 1983. Voilà. Déjà, ça m'a paru bizarre pour un roman qui sort maintenant que l'intrigue se passe en 1983. Je ne sais pas pourquoi l'autrice a choisi cette date-là. On aurait pu très bien le faire aujourd'hui, je pense en fait. Mais donc ça se passe une journée, donc le 27 août 1983 exactement. Donc ça, cette journée, elle va être étirée tout le long du roman. Mais en fait, c'est entrecoupé avec des passages dans le passé qui commencent dans les années 50 et du coup qui vont se dérouler jusqu'à 1983. Donc ça se passe sur une plus grande période. Au début, dès le début, on sait ce qui va se passer à la fin. Mais en fait, on ne sait pas qui ni comment. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on oublie carrément qu'on sait déjà ce qui va se passer à la fin. Enfin, moi, en tout cas, j'avais oublié. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer à la fin? Ou en fait, je me suis imaginé quelque chose et c'est pas du tout ça. Et finalement, c'est bien ça. Donc, on a la fin du livre dès le début, mais ça n'empêche pas du tout d'apprécier le livre. Au contraire, parce qu'on se demande, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ou plutôt, comment on va en arriver là? Et donc, dans cette histoire, on va avoir l'histoire des parents, qui sont June et Mick. On va suivre leur rencontre, leur début, comment ils vont fonder leur famille, ce qui va se passer entre eux. Et dans le présent, et ben, on a ces 4 enfants, ces 4 frères et sœurs. Nina et Kit sont des filles, et Hugh et Jay des garçons. Et en fait, ils ont une relation, ils sont très unis, très soudés. Et bah, ils ont acquis ça de leur enfance, mais ils ont gardé ça en étant adultes, enfin ils sont jeunes adultes. Hein. Je crois que Nina, la plus grande, elle doit avoir 24 ou 25 ans, donc elle est très très jeune. Et donc on va suivre cette famille un petit peu désordonnée, avec ses failles, ses forces. Et c'est chouette parce que c'est vraiment une famille atypique, qui pourtant était destinée à être une famille tout à fait normale, mais des choses ont fait que cette famille est devenue une famille atypique. Et
des personnages comme June qui était quelqu'un d'hyper gentil, d'hyper attachante, on ne peut que l'adorer. Mais son mari, Mick, qui a fait des choses vraiment pas chouettes dans le livre, et ben en tout cas moi j'ai pas réussi à le détester pour autant. Parce que finalement il avait quand même des bons côtés et que bah quand on est une personne, on n'est pas tout blanc ou tout noir, même si on fait des choses mal, on a quand même une part de bonté en nous. Donc voilà, donc il y a des relations comme ça, même dans les enfants, chacun prend des décisions au fur et à mesure en fonction de soi, des fois on oublie de penser aux autres, mais ce sont des choses qui sont nécessaires aussi. Et bah, du coup on suit ça, on suit les rapports sociaux, les rapports intra-familiaux, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis pas du tout ennuyée du début à la fin, c'était très prenant, et le fait qu'on voyage comme ça entre deux époques, et ben, c'était vraiment chouette. En plus la Californie des années 50, c'était pas la Californie de maintenant. Il n'y avait pas encore vraiment la jet set, c'était le début, mais c'était pas très installé. Il n'y avait pas les grosses villas de luxe comme il y a aujourd'hui, même s'il y en avait déjà quelques-unes, mais c'était le début. Donc c'était le balbutiement. Et donc bah, cette famille, elle va côtoyer ça et elle va l'exploiter aussi un petit peu dans cette histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Je sais pas trop comment vous le décrire finalement parce que c'est une histoire d'une famille, tout simplement. Une famille un peu dysfonctionnelle, mais une famille. Et il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup... les gens se soutiennent, il y a un vrai attachement, très bien. Finalement, là dans le résumé, on nous parle de... on nous dit qu'ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. Mais en fait, ça on le ressent pas vraiment dans le livre parce que nous, ça c'est ce qu'on pourrait dire en étant de l'extérieur. Mais vu que nous, on est dans la famille en fait, on est inclus dans la famille, on sait ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et du coup, bah, eux, ils se voient pas comme ça en fait. Eux, ils se voient comme des enfants normaux parce qu'au début, bah, ils sont des enfants. Et même en grandissant, finalement, ils gardent des failles de leur enfance qui a été difficile. Et donc voilà, nous, on les voit pas de la même manière que le reste du monde finalement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'elle a écrit d'autres livres, dont un, j'ai vu le titre ce matin, je me dis ah, c'est elle qui l'a écrit. Et du coup, j'ai très envie de le lire aussi, mais je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est écrit à la fin, ces autres romans? Pas ici. Est-ce que c'est au début? Ah, j'ai la version en anglais, j'ai pas la version en anglais. C'est Daisy Jones et Ah si, c'est les 6 maris d'Evelyn Hugo. C'est elle qui a écrit ça aussi et du coup j'ai très envie de le lire. Donc voilà mon impression sur ce livre. Je vous le recommande, il est franchement très très chouette. Ensuite, j'ai lu un service presse que j'avais sur ma liseuse qui s'appelle 2 degrés et demi de Pierre Etienne Bram. Alors ça, c'est un roman plutôt... on peut le classer dans plein de trucs différents. On peut le classer en thriller, on peut le classer en science-fiction, on peut le classer en dystopie, en post-apocalyptique. Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de genres différents dans ce roman-là, qui est assez court, il fait moins de 300 pages, je ne sais plus le nombre exact, mais il fait entre 200 et 300 pages, donc c'est assez court pour moi. Et ça se passe en 2028. 2028, c'est proche de nous, donc c'est un futur proche qu'on est capable d'imaginer. Et en fait, 2 degrés et demi, c'est la température, en fait, c'est l'augmentation de température qu'il y a eu sur Terre à ce moment-là. Parce que nous, on connaît les rapports du GIEC et ils nous disent qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés d'ici 2028 pour que la Terre reste vivable. Et en 2028, justement, ce rapport du GIEC, cette estimation a été dépassée à 2 degrés et demi et du coup, les conséquences sur la planète se font sentir. Et du coup, les États, les dirigeants ont mis en place certaines choses, mais qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas suffisantes. Et il y a un multimilliardaire, un peu un genre de Elon Musk, qui a des projets pour la planète et les humains, et qui va forcer tous les dirigeants à aller dans son sens. Il leur laisse vraiment pas le choix. Et en fait, son plan à lui, c'est d'envoyer une sonde vers je ne sais plus quelle planète qui est hyper loin, et pour voir si elle est habitable, pour pouvoir après y installer des humains.
Et entre-temps, pour ne rien faire, enfin pour ne pas rester les bras croisés en attendant d'avoir les résultats de cette sonde, il propose de choisir, enfin de sélectionner 1 million d'humains sur Terre, alors qu'on est à peu près 9 milliards à ce moment-là, ou 8 milliards et demi sur la planète. Il décide, enfin il propose de sélectionner 1 million d'êtres humains qui seront les plus respectueux de la planète pour les endormir. Il leur propose pendant 20 ans ou 40 ans, je ne sais plus, de les mettre en hibernation dans des caissons. Et comme ça, après, ils pourront aller sur la planète, si elle est encore, si elle est habitable, ou alors de rester sur la planète Terre, sachant qu'en 40 ans, elle aura peut-être eu le temps justement de se régénérer. Donc vu comme ça, on se dit, pourquoi pas. Et en même temps, il propose que pour que la planète soit plus vivable, et pour sélectionner aussi les humains qui seront, ce million d'humains qui sera mis dans des caissons, et ils vont mettre en place un système pour gagner des points, pour être sélectionnés. Et donc, je ne sais plus comment ils les appellent ces points-là, mais le but c'est d'avoir le plus de points possible. Et pour avoir le plus de points possible, par exemple, il faut prendre son vélo à la place du tramway, ou d'une voiture électrique, ou ce genre de choses. Il faut ne pas utiliser la clim, il faut utiliser moins de chauffage possible, il faut acheter de la nourriture locale, plutôt des légumes. D'ailleurs, je crois que la viande est interdite, l'élevage est interdit. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent d'accumuler des points, mais aussi on peut en perdre. Par exemple, si on monte dans le tramway, dans une rame qui est climatisée, on perd des points. Vous voyez, ce genre de choses. Si vous achetez quelque chose, par exemple un soda, ou quelque chose qui est polluant, vous perdez des points. Le personnage principal, il s'appelle Léo. Léo, il a une femme, et sa femme a une petite fille, qui n'est pas sa fille à lui. Il l'a adoptée. Et donc, ils vivent tous les trois. Et Léo veut tout faire pour que lui et sa famille puissent être intégrés, être sélectionnés par ce milliardaire pour pouvoir être mis en hibernation et pouvoir après aller sur cette future planète. Et il a entendu parler d'un programme qui est en mer, où ils doivent partir pendant 3 mois pour justement aller récolter les déchets plastiques sur le 7e continent, qui est un continent de plastique uniquement, sur des énormes paquebots qui permettent d'aspirer et de recycler les déchets. Et grâce à ça, ils vont être sélectionnés. Et après, je peux pas trop vous dire ce qui se passe, déjà je vous en dis trop. Mais en tout cas, il va pour être sélectionné. Et en fait, à un moment dans l'hibernation, son truc ne va pas marcher, il va se réveiller avant que tout le monde soit mis en hibernation. Et il va écouter une conversation, il va comprendre que le plan qui était dévoilé publiquement n'était pas le plan total. Ce grand milliardaire, il avait autre chose de prévu pour les êtres humains qui sont censés rester sur Terre parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés par le programme. Et il est choqué par ça et il veut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et donc là, on va passer dans le thriller, dans la course-poursuite, dans l'action. Et donc ça change totalement le récit. Honnêtement, moi je vais préférer la première partie qui était plutôt optimiste, qui nous donnait presque des solutions pour améliorer le quotidien sur notre planète Terre. Et donc là, on va partir dans un thriller où il y aura le grand milliardaire tout-puissant qui a réussi à rallier les gens à sa cause, sinon de toute façon ils étaient tués. Et de l'autre côté, on a la résistance qui s'oppose à ce milliardaire, mais qui a du mal à se faire entendre parce qu'il contrôle tout, les médias et tout ça. Et franchement, c'était vraiment très chouette. On passe un beau moment, même si la partie thriller, finalement, il y a quelques incohérences, notamment sur les parties qui se passent avec le milliardaire, qui se passent hyper vite, et la résistance, on a l'impression qu'ils mettent vachement plus de temps, mais qu'ils arrivent quand même à contrer les plans. Donc voilà, donc il y a quelques incohérences, mais c'était très chouette, ça change de d'habitude. Quand je vois tous les éléments qui sont mis en place dans ce roman, je me dis qu'un autre auteur, on aurait peut-être fait carrément une saga. On aurait pu faire une saga avec tout ce qui est énoncé dans ce livre, mais lui, il a choisi de le faire en un seul roman, et j'ai trouvé ça très chouette, très dépaysant, et franchement, en plus c'est un roman auto-édité, donc franchement, si vous voulez lire, allez-y, franchement, je vous le recommande, ça sera une super action pour cet auteur.
qui écrit d'autres livres mais que je n'ai pas encore lus. Et donc voilà pour les 3 livres qui sont lus. On est quel jour? On est le 13 février, donc vous voyez, je n'ai lu que 3 livres. Et là je suis en train de lire un livre qui est court aussi, hein. Il fait 209 pages, non un peu plus. Il fait 220 pages, j'en suis aux 3/4. Mais vous voyez, j'y suis depuis dimanche soir et je l'ai toujours pas fini. Il faut dire que les enfants sont en vacances aussi. Voilà, donc je suis en train de lire L'Ours. Je viendrai sûrement vous faire ma petite chronique demain. Je voulais faire aujourd'hui cette vidéo parce que je vais rendre celui-ci à la bibliothèque demain. Donc je voulais l'avoir en main pour vous lire la 4e de couverture. Mais voilà, donc je reviendrai demain vous dire ce que j'en ai pensé de L'Ours, qui faisait partie de mes lectures de petits mois, petite lecture, comme celui-ci d'ailleurs, parce que c'est un livre court. Et donc voilà, je vous dis à demain. Alors voilà, 2 jours plus tard, bon j'ai toujours le nez bouché, mais un petit peu moins, ça devrait être plus facile. Alors je reviens pour vous parler de ma dernière lecture, L'Ours d'Andrew Krivak, aux éditions J'ai lu. Cette couverture, enfin je trouve vraiment magnifique avec en plus ce cadre blanc. J'adore. Alors je vous lis la 4e de couverture, là je vous dis ce que j'en ai pensé. Ils ne sont que 2 survivants humains, un père et sa petite fille, dans une maison au bord du lac. Leurs voisins, des arbres centenaires, des plantes millénaires, des oiseaux dont les appels trouvent les cieux, des traces d'ours sur les troncs et une montagne qui n'a pas changé depuis la nuit des temps. Au fur et à mesure que la fillette grandit, son père lui apprend tout ce qu'il peut pour la préparer à une vie en harmonie, avec une nature majestueuse et tutélaire. Et le moment venu, quand elle se retrouvera seule, ce sera à l'ours d'être son ultime guide. Cet ours qui parle, qui a toujours parlé, mais que les hommes avaient cessé d'écouter. C'est un livre qui est très court. Il fait... on va dire qu'il fait 220 pages. Donc c'est très court. Donc ça va être difficile de vous en parler, de vous faire un petit résumé sans vous spoiler, parce que si vous avez envie de le lire... voilà, en fait c'est un livre qui est très contemplatif, qui est très relaxant. Voilà, il n'y a pas de... c'est pas un truc à suspense, c'est pas... enfin... ah, ça commence déjà à pleurer. Donc voilà, le Figaro sur la couverture, ils disent une élégie, un chant d'amour, une ode à la nature. Alors en effet, ça se passe dans un futur sûrement très lointain, mais on ne dit pas quand est-ce qu'on est. On sait juste que voilà, on est avec 2 survivants humains, donc un père et sa fille, mais on ne sait pas en fait s'ils sont vraiment les seuls sur Terre. Voilà, l'auteur ne nous dit pas. En tout cas, eux, ils ne connaissent pas d'autres humains. Dans leur entourage, dans la zone sur Terre où ils vivent, il n'y a pas d'autres humains. D'ailleurs, le mot humain n'est jamais employé dans le texte. Quand il parle des autres humains, il dit juste les autres comme vous. Mais on ne dit jamais le mot humain, il n'est jamais écrit dans le texte, donc j'ai trouvé ça assez rigolo en fait. Donc on a ces 2 humains, un père et sa fille, seuls au monde, ils vivent dans une maison avec une seule fenêtre et sur la fenêtre il y a du verre et c'est quelque chose de très très précieux parce que on n'en trouve plus. Et en fait ils vivent au rythme de la nature tous les 2. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire se nourrir, s'habiller, construire un arc pour chasser, tout leur vient de la nature. Voilà, soit la peau des animaux qu'ils ont tués, pour leurs vêtements, leurs chaussures et tout ça, le bois de la forêt pour se chauffer, mais aussi pour construire des outils. Donc voilà, ils sont vraiment au rythme de la nature, donc on suit leur rythme. Quand on commence, la petite fille a peut-être 4-5 ans je crois, et quand on termine elle a 12 ans, donc on la voit grandir, bon assez vite parce que c'est les premiers. Voilà, donc je disais avant d'être interrompue qu'ils vivent au rythme de la nature, qu'ils utilisent ce que la nature doit utiliser, ce que la nature leur offre pour se nourrir, se chauffer, construire leur matériel. Et en fait, comme ils sont que 2 survivants, dont une fillette, le père, au fur et à mesure qu'elle grandit, il lui apprend de plus en plus de choses pour qu'elle sache le faire elle-même.
pour qu'elle puisse se débrouiller plus tard quand elle se retrouvera seule, parce que la vie dans la forêt, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand, et elle peut se retrouver toute seule du jour au lendemain. Donc ça, le père en a bien conscience. Il lui apprend aussi à lire, à écrire, chose qui est quand même assez difficile pour elle, étant donné que c'est quelque chose de nouveau et que, voilà, autant la lecture a l'air plus simple parce que ils avaient beaucoup de livres chez eux, il lui a raconté beaucoup d'histoires, il lui a lu beaucoup d'histoires. En revanche, écrire sur du papier, il avait gardé un cahier exprès pour lui apprendre, voilà, c'est quelque chose qu'elle aime moins. Mais en tout cas, ce sont des personnages très calmes, très posés, on sent qu'ils parlent peu, mais en tout cas qu'ils communiquent sur tous les sujets qu'ils peuvent les travailler. On a l'impression que la petite fille, quelle que soit la question qu'elle pose à son père, il lui répondra sincèrement et honnêtement. Donc ça c'est chouette. En fait la vie va basculer parce qu'à un moment donné, quand ils chassent en fait, ils utilisent les peaux, ils salent, ils fument la viande et tout ça, et à un moment il a pour idée de récolter du sel, je sais plus si c'est pour les peaux des animaux ou si c'est pour la viande. Je crois que c'est pour la viande. Donc il sait qu'il y a l'océan ou la mer à plusieurs journées de là où ils sont. La dernière fois qu'il y est allé, c'était avant que la petite fille naisse. Et du coup, il se dit pourquoi pas entreprendre ce voyage maintenant que tu as 12 ans. Et donc, ils y vont. Et il va se passer quelque chose entre-temps, sur le trajet, à aller jusqu'à l'océan, à la mer, à récolter du sel. Et en fait, je crois que c'est sur le trajet du retour. Ouais, c'est sur le trajet du retour qu'il va se passer quelque chose. Le père va avoir un accident. Et du coup, elle va se retrouver toute seule. Et en fait, si ça se fait l'ours, c'est pas pour rien. Son père lui avait déjà raconté des histoires d'ours qui venaient en aide aux hommes. Voilà, c'était une histoire qu'on se disait de génération en génération. Et en fait, une fois que le père a disparu, elle se retrouve toute seule. À seulement 12 ans, il lui a offert une boussole, il lui a montré comment utiliser une boussole. Donc elle a pour mission, elle se donne pour mission de retourner à sa maison, qui a plusieurs jours de marche, alors qu'elle a fait le trajet une seule fois dans le sens inverse. Et en fait, quand elle va s'endormir ou se réveiller, je ne sais plus, il y aura un ours qui sera à son chevet, qui va lui parler, elle va le comprendre, et en fait cet ours va l'aider à retourner chez elle, à la maison. Et en fait c'est très bien fait ce livre, parce que en fait on nous dit dans l'histoire qu'en fait les animaux parlent, les arbres parlent, mais ils parlent tellement lentement qu'il nous faudrait plusieurs mois pour entendre juste un mot en fait. Voilà. Et tous les animaux parlent. Et en fait, étant donné qu'il n'y a plus que 2 humains sur Terre, on peut se demander en fait s'ils utilisent le même langage que nous aujourd'hui, ou s'ils ont un autre langage. Après, je me dis, puisqu'ils ont des livres et qu'ils lisent les livres, il serait logique qu'ils conservent le même langage. Mais peut-être qu'ils utilisent aussi un autre langage qui leur permette de parler avec les animaux finalement. Après, c'est peut-être complètement acadabrantesque ce que je dis, mais soit les animaux peuvent, étant donné qu'on est dans un futur hyper lointain où il ne reste plus que 2 humains sur Terre, on se dit peut-être que les animaux évoluent de manière à ce qu'ils communiquent avec les hommes, ou peut-être que c'est une autre manière de communiquer par des sons différents, ou juste de la télépathie, ou juste le fait de vivre en harmonie avec la nature. Est-ce qu'on peut développer une sensibilité plus forte avec les animaux et se comprendre avec pas grand-chose? Donc voilà, c'est une question qui m'est venue. Je sais pas la réponse, je sais pas quel était le but de l'auteur, mais en tout cas la petite fille et l'ours peuvent se parler. Il y a même un autre animal après qui va parler à la petite fille aussi. Et donc voilà, je voulais parler d'autre chose aussi. Ah oui, une autre chose qui est bizarre, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a plus que 2 humains sur Terre. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas, parce qu'en fait ils vivent près d'une montagne, près d'un lac, mais pareil, on ne sait pas où sur Terre. Bon, apparemment, l'auteur s'est inspiré de là où il vit lui, c'est-à-dire aux États-Unis. Et je crois que c'est le Colorado ou vers les Rocheuses, enfin, dans une zone assez sauvage des États-Unis. Donc je me dis, il peut y avoir sur d'autres continents en fait encore des hommes.
Mais si vraiment il y a une catastrophe au niveau mondial et qu'il n'y a vraiment plus que 2 humains sur Terre, à ce moment-là, pourquoi il y a autant d'animaux? Parce qu'en revanche, la forêt grouille d'animaux, pardon. Donc je sais pas, on sait pas ce qu'il y a eu, c'est un petit peu un mystère. Après, on n'est pas obligé de se poser la question parce qu'on peut simplement se laisser emporter par l'histoire. C'est une jolie histoire qui prend pas la tête. On se laisse emporter, c'est très relaxant et c'était très chouette. Après, c'est pas non plus un coup de cœur. Voilà, il m'a pas fait ressentir des émotions incroyables. C'était juste sympa à lire, une jolie histoire qui passe le temps et qui est très relaxante. Voilà, donc si vous cherchez ce genre de livre, bah, n'hésitez pas avec celui-ci, avec l'ours en plus, la couverture est magnifique, ce qui est encore plus chouette. Donc voilà pour mes 4 dernières lectures. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces résumés, si ça vous donne envie de les lire. Et on se retrouve dans environ, je pense, une dizaine de jours pour un nouveau point lecture. À bientôt!